sujet de bac 0. Donc, partie 1, étude thermique du four. Un four industriel utilisé pour la fabrication de poteries en céramique est assimilé à un parallélépipède dont les caractéristiques sont les suivantes. La température intérieure du four est de 850 degrés Celsius lors de la cuisson et celle de la pièce est d'environ 20 degrés Celsius. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur du four, il fait 850 degrés et 20 degrés à l'extérieur. Les parois du four sont constituées de 3 couches d'épaisseur et de matériaux différents. Donc je vois ici le zoom où j'ai les trois couches, 1, 2 et 3. À l'intérieur, 850 degrés, à l'extérieur, 20 degrés Celsius. Les caractéristiques des 3 couches, 1, 2 et 3, sont synthétisées dans le tableau suivant. Réfractaire lourd, donc j'ai la conductivité thermique moyenne. J'ai l'épaisseur, la surface. Ensuite, j'ai également le matériau de la couche 2 qui est du fibreux. Donc c'est du fibre, je ne sais pas trop ce que c'est, du fibreux. Et puis isolant réfractaire, donc c'est un peu comme la roche réfractaire hein, qu'on a l'habitude de voir dans des fours. Voilà, on a la conductivité thermique moyenne, donc lambda, l'épaisseur et la surface. On vous rappelle que la résistance thermique d'un matériau homogène est donnée par la relation RTH est égale à E sur lambda fois S. Le flux thermique phi est donné par la relation phi est égal à delta T sur RTH, avec delta T, différence de température. Donc on nous donne tout ce dont on a besoin, là dans l'exercice. Donc il n'y a pratiquement pas de connaissances, pas de savoir particulier, puisqu'on me donne suffisamment d'informations. Donc premièrement, donc ça c'est exercice 1. Donc exercice 1, partie 1, et c'est parti. Il est 38. Allez, première question. Première question, par analyse dimensionnelle, déterminer l'unité de la résistance thermique. Donc dans cette question, on me demande les unités de RTH, la résistance thermique, sachant que l'on sait que c'est E sur lambda fois S. Alors E, c'est une épaisseur, elle est exprimée en millimètres. Il faut que je mette tout ça dans les unités du système international. Donc E va être exprimé en mètres. Alors comme ce sont des unités, je vais me les mettre entre crochets. Lambda, eh bien, lambda, son unité, ça va être des watts fois, ou plutôt divisé ou fois, peu importe, je mets divisé par des mètres et divisé par des degrés Celsius. Voilà, donc mètre moins 1, ça veut dire divisé par, donc c'est bien des watts divisé par des mètres et des degrés Celsius. Enfin, la surface, son unité, ça va être des mètres carrés, donc des mètres que je mets au carré. Voilà. Donc maintenant, pour l'unité de RTH, je ne sais pas s'il faut que je l'écrive comme ça, je vais l'écrire comme ça. Donc son unité, ça va être, comme c'est E, E va être exprimé en mètres, divisé par, donc divisé par lambda. Lambda, ce sont donc des watts. Et là arrive une première difficulté. Divisé par, mais diviser un dénominateur. Si je divise le dénominateur, c'est comme si je multipliais le numérateur. Donc c'est des mètres fois des degrés Celsius. Alors si je ne me souviens plus de cette opération, c'est comme si je faisais par exemple 2 divisé par 1 tiers, 2 divisé par 1 tiers, pardon, 2 divisé par 1 tiers, c'est comme si je faisais 2 fois 3. Voilà.
Ensuite, donc j'ai remonté les mètres et les degrés Celsius. Et enfin, je divise aussi par la surface qui est exprimée en mètres carrés. Voilà. Donc je m'aperçois que ici, j'ai des mètres fois des mètres. Donc ça va me donner, cette partie-là va me donner des mètres carrés. Donc ça veut dire que les mètres carrés qui sont là vont s'annuler avec ceci. En conclusion, il va me rester donc ça disparaît avec ça. Il me reste donc l'unité de RTH qui vaut des degrés Celsius divisé par des watts. Donc ce qui veut dire, ce qui me donne degrés Celsius par watt ou encore degrés Celsius fois des watts moins 1. Voilà l'unité de RTH. Donc une analyse dimensionnelle, c'est en fait une étude des unités pour trouver une unité. Voilà. Analyse dimensionnelle. Donc on travaille sur les unités. Deuxièmement, calculer la résistance thermique. R1, R2 et R3. R1, R2, R3, des couches 1, 2, 3. Eh bien, j'ai vu que RTH, je reprends le cours, RTH est égal à E sur lambda fois S. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déterminer R1. R1, c'est donc l'épaisseur 1, je vais l'appeler comme ça, divisé par la conductivité thermique du matériau 1 fois la surface du matériau 1. Ce qui me donne l'épaisseur du premier, c'est donc 75 10-3, puisque je ne dois pas oublier de convertir mes 75 mm en mètres. 75 10-3, je vais bouger ça. J'ai mal fait. Tac, 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 tac. Voilà. 75 mm, c'est 75 fois 10-3 mètres, ou encore, vous auriez pu, enfin, on aurait pu l'écrire 0,075 mètres. Divisé par. Là, bien faire attention aux unités, donc je vais en profiter pour les rappeler. Ici, nous avons des degrés Celsius, c'est ce qu'on vient de déterminer par watt. E doit être en mètres. Lambda, ben, c'est l'unité de lambda qui est donnée, donc ce sont des watts. Là, il n'y aura pas de conversion à faire. Hein. Watts par mètre degré Celsius, je peux l'écrire comme ça, ou watts mètre moins 1 degré Celsius moins 1, et la surface en mètres carrés, mais elle est déjà convertie. Donc en fait, je n'ai que E à convertir en mètres. Ce qui me donne lambda est égal à 1,25. 1,25 que je multiplie par la surface qui est de 0,371, ce qui me fait du 0,162 degrés Celsius par watt. Donc, je vais déplacer tout ça pour qu'on voit mieux, parce que là, je me suis un petit peu gaufré. Tac. Tac. Comme ça, je peux déplacer mon unité. Redimensionner. Hop. Et voilà. Donc 0,162. De la même façon, je vais déterminer R2. Donc R2 va donc être égal à 20 mm. 20 mm, ça me fait du 20 10-3 mètres.
divisé par le lambda 1 qui vaut... Donc après, le troisième, c'est la même chose, hein, donc je vais pas aller trop... Je vais aller plus vite. Voilà. Et puis égal à 0,154 degrés Celsius par watt. Watt moins 1. Voilà. Et je fais le même raisonnement pour R3. Et je vais donner directement le résultat, hein, pareil, 10, 10 moins 3, etc. Et on trouve du 0,108 degrés Celsius par watt ou watt moins 1, peu importe. Comme ceci, soit watt moins 1, soit encore, pour ceux qui auraient un petit peu de difficulté, degrés Celsius slash par watt. C'est la même chose, c'est la même écriture. Voilà pour la deuxième question, donc qui concerne la résistance thermique de chacune des parois. Donc il faut bien les prendre individuellement les unes des autres. Voilà. Troisièmement, en déduire la résistance thermique RTH totale de la paroi. Donc ici, vous avez un élément de cours qui est à connaître. C'est-à-dire, lorsque l'on a les parois, eh bien, on a la première qui a une résistance thermique qui fait RTH1, la deuxième RTH2, la troisième RTH3. Alors, j'ai petite heure de notation, j'ai mis R1, R2, R3, j'aurais dû mettre RTH1, RTH2, RTH3. Bon, j'ai mis R1, R2, R3, je vais les garder. Donc, ça fait R1 plus R2 plus R3. Ce sont les résistances thermiques qu'on additionne. Donc, bien penser à faire ceci et on trouve du 0. Alors, je vais détailler, hein, éventuellement 0,162 plus 0,154 plus 0,108 et on trouve du 0,424 degrés Celsius par watt. Donc lorsqu'on a différentes épaisseurs de différents matériaux, eh bien on fait la somme des résistances thermiques. D'où l'intérêt de rajouter, quand on fait une isolation, de rajouter des épaisseurs. Voilà. Donc là encore, c'était des questions qui n'étaient pas très très compliquées. La question difficile n'est pas encore là. Quatrièmement, donc calculer la valeur thermique du flux thermique phi traversant la paroi. Donc, chose importante, on va parler méthode, toujours. Depuis le début, j'écris la formule en littéral. D'accord. Je rappelle les unités. Toujours. Donc ici, le flux thermique, eh ben, c'est une puissance en fait. Équivalent à une puissance, donc c'est en watts. La température, ou delta T, je reviendrai sur delta T, ça va être en degrés Celsius. Et puis le RTH, ben, c'est le RTH qu'on a trouvé au-dessus. Ce sont des degrés Celsius par watt. Je veux revenir un petit peu sur une difficulté souvent que les élèves ont, c'est le delta T. Le delta T, je vais vous donner un petit exemple. Le delta T, imaginons, vous avez votre compte en banque. Et dans votre compte en banque, vous avez par exemple 600 €. Donc là, ça représente 600 €. Et puis, demain, vous avez de la chance, vous allez voir votre grand-mère, et votre grand-mère vous donne de l'argent. Et quand vous regardez votre compte, vous êtes à 750 €. Grand-mère très généreuse. Et à ce moment-là, vous avez une différence, puisque votre argent, votre quantité d'argent a varié, de ici 150 €. Offert généreusement. La variation 150 €, eh bien, c'est un delta de la somme, c'est-à-dire, vous avez la somme ici qui est la somme finale, les 750 €.
la somme initiale qui est les 600 € et le delta qui est là, le delta S, c'est donc S final moins le S initial. Donc c'est ça un delta, c'est une variation. Ce qui veut dire que vous avez ici 150 € de variation. Mais le lendemain, vous sortez avec votre cousin et vous allez profiter un petit peu et vous allez dépenser votre argent. Et il va vous rester 500 € sur votre compte. Donc à nouveau, donc je vais résumer, il vous reste 500 €. Mais je recommence. Vous êtes parti maintenant d'une somme de 750 € qui est votre nouvelle somme initiale que je vais appeler à la limite S'. Vous vous retrouvez avec une nouvelle somme qui est de 500 € qui est la nouvelle somme finale. Le delta S', c'est toujours ce que vous avez à la fin moins ce que vous avez au début. C'est toujours comme ça. Le delta S', il est là. Et bien delta S', il est donc égal à 500 moins 750, ce qui vous fait moins 250 €. C'est-à-dire le delta S, il peut être positif ou négatif. Quand la variation, elle se fait vers le dessus, vers le haut, elle est positive, comme ici. Si la variation, elle se fait vers le bas, comme ici, eh bien, c'est moins 250 €. Donc là, le delta T, ça va être la même chose. On regarde tout le temps ce qu'il y a à la fin, moins ce qu'il y a au début. Alors ici, c'est vrai qu'on n'a pas une variation à l'intérieur. On n'a pas une variation à l'intérieur, sauf que le delta T, ça va être le corps chaud moins le corps froid. Donc là, c'est la définition du cours. On fait le corps chaud moins le corps froid. Je vais redimensionner ça. Tac. Je le mets de côté. Voilà. Donc, le delta T ici va être non pas un état final, mais un état initial, mais c'est une variation aussi. Et cette variation, elle est définie comme étant delta T. C'est la température T chaude moins T froid. Voilà. Donc, je regarde, j'ai un message, je crois bien que j'ai un élève qui m'a envoyé un message. Donc, ce qui veut dire que mon delta T, si j'essaie de le déterminer, mon corps chaud, c'est l'intérieur de mon four, 850 degrés, moins 20 degrés, j'aurai donc du 830 degrés Celsius. Donc, ce qui veut dire que phi va être égal à 830, donc le delta T, divisé par le RTH qu'on a déterminé, donc le RTH total, 0,424, ce qui me fait du 1958 watts. Donc n'oubliez pas, là je ne vous le mets pas ici, mais une petite phrase de conclusion ferait du bien ici. Toujours penser à mettre une phrase de conclusion la sorte de façon à écrire ce que vous venez de trouver. Tiens, le flux thermique phi traversant la paroi est de 1950 watts. Alors, jusqu'à maintenant, c'est assez calculatoire, mais on arrive à la question 5, qui est une question qui n'est pas du tout facile. Cette question 5, c'est sachant que le four est capable de produire par effet Joule, donc l'effet Joule, c'est de la chaleur, une puissance thermique PCH de 6000 watts, donc PCH 6000 watts. Et attention, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas encore de questions, donc on peut imaginer plein de réponses. Mais on ne sait pas quelle est la question. Donc 6000 watts, pendant la montée en température. Commentez la valeur du flux thermique
perdu à travers les parois dans cette phase. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que lorsque la puissance de chauffage, c'est 6000 watts. Pendant que le four produit 6000 watts, en fait, il va en perdre 1958 via les fuites thermiques, c'est-à-dire ce qui va passer à travers la paroi. Ce qui fait pratiquement le tiers, hein, à peu près, parce que le tiers de 6000, c'est 2000, donc on est pratiquement au tiers. Ce qui représente en quelque sorte un rendement, puisque vous avez 6000 watts, et à la fin, on aurait 4000 watts, puisqu'on va en perdre à peu près 2000. Donc ce qui veut dire qu'on aurait un rendement proche de 66%. Le rendement du chauffage proche de 66%. Conclusion, donc, c'est ce qu'on vous demande ici, pendant la montée de paroi, commentez la valeur du flux thermique perdu à travers la paroi durant cette phase. Donc, on peut dire que le système va avoir un rendement de l'ordre de 66%, puisque c'est de la puissance qui est perdue. Ce qui veut dire aussi qu'il faudrait, parce que 66% c'est quand même pas excellent, il faudrait isoler davantage le four de façon à limiter les pertes. Voilà ce qu'on pourrait dire sur cette question qui n'est pas facile puisque c'est une question ouverte. Donc là, il s'agit de bien rédiger, de prendre le temps de rédiger, d'argumenter. Il ne s'agit pas de dire juste « Ah bon, on a 2000 watts, voilà, c'est bien ou c'est pas bien ». Non, il faut essayer d'argumenter. Donc bien dire que les 2000 watts, les 1958 watts, c'est de la perte. Et que comme on chauffe avec 6000 watts de puissance de chauffage, eh bien, il y aura 4000 watts qui vont servir au chauffage et 2000 watts qui vont être perdus dans la nature, enfin à l'extérieur du four.